Bonsoir Alex. Bonsoir Julien, bonsoir Palf. Aujourd'hui donc très clairement une vidéo sur les accordeurs. En tout cas ce qui va niquer ton accord. Une série de buffer bypass en série. Voilà, et ça c'est bien fait pour toi. Donc là on est sur le genre de board qui fait rêver les collectionneurs. Et qui va te mettre Jean Switcher en PLS. Et on va parler donc de la pédale la plus répandue du monde et celle que personnellement j'aimerais bien ne plus voir de ma vie, la Tube Screamer. Bonsoir Alex. Bonsoir. Ça, tu te sens pas bien quand tu leur chantes bonsoir là, c'est que tu sais que cet épisode il va nous faire mal. Non, ça va être chouette. Ça va être chouette. Ça va donc aller. Là, on a un très beau pedalboard avec déjà un petit aperçu de la grande histoire de la Tube Screamer. Et un grand merci à tous ceux qui nous ont prêté ces pédales. C'est vrai. Merci beaucoup. Je vais d'ailleurs, les lécher l'une après l'autre. Voilà. Ouais, tu sais que t'es en train de te mélanger les miasmes de chacune des pédales. Ah bah bien sûr. Qui ont peut-être 70 ans. Oui, non, si je suis malade la semaine prochaine, je saurai pourquoi. Il t'en manque 3 à lécher. Hop. Et hop. Voilà. Donc. Celle-là, tu l'as déjà léchée, t'inquiète. Oh, celle-là, je la connais. La Tube Screamer, déjà, pourquoi c'est si important historiquement? Historiquement ou pourquoi c'est si important tout court? Ah bah alors vas-y, donne-moi les deux réponses, tiens, s'il y a deux réponses différentes. Historiquement, c'est toi qui répondras, parce que tu sauras mieux que moi qui l'a utilisé, et pourquoi ça s'est pignolé, et pourquoi c'est trop bien. Et pourquoi c'est important? Bah parce qu'ils ils en avaient marre d'être sourds. T'as un ampli qui est trop bien, mais tu peux pas le mettre tout le temps à fond. Du coup, ce qui a été fait, en tout cas par le développeur de chez Maxon, j'ai pas son nom. C'est Susumuru Tamura. Voilà, on aura essayé. Désolé pour ta descendance. Qui, justement, dans son interview, j'ai lu une interview, je sais plus sur quel magazine, il expliquait qu'il voulait ne Guitar World. Ouais, c'est celui-là, merci. On a lu le même, Julien. Ouais, évidemment. Il ne voulait pas dénaturer le son de sa guitare et de son ampli, mais en même temps, il voulait le break-up. Et c'est ça le but de la Tube Screamer. Facile, comment on fait ça? Quand on pousse un ampli à fond, on va avoir les basses qui se coupent. On peut, selon l'ampli, avoir des aigus énervants, mais il s'est dit, moi, je les veux pas, je les enlève. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il a créé la fameuse bosse de médium, qui vient éclater ton ampli, qui vient éclater tout ce qui vient dans son chemin, qui s'appelle une Tube Screamer. Alors, l'histoire donc de cette pédale, évidemment, là, on va retracer un peu l'évolution du modèle. Faut savoir qu'on est vraiment dans l'enfance de la pédale d'effet. Oui. On a quand même avancé. On a pris 15-20 ans dans la gueule. À partir des fuzz. Ouais. En tout cas, dans le drive comme ça, oui. Pour l'idée d'une overdrive même, à ma connaissance, en gros, il y a la distorsion plus de MXR. J'ai pas l'année. 74. 74, d'accord, ça arrive avant. Et donc, en gros, c'est quasiment la première fois que on a l'idée de générer du gain style ampli à partir d'une pédale. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. En fait, l'overdrive a toujours eu pour objectif d'être un impino box finalement. Si on vas-y, explique-moi. Si on essaie de résumer la philosophie, je ne vais pas dire son nom, chez Maxon, ce qu'il voulait, c'était un ampli proche du break-up, edge of break-up. Du coup, il avait déjà en tête le fait de garder le son de l'ampli. La seule différence avec un impino box, c'est que il va chercher à pousser ton ampli plutôt que d'en apporter un nouveau. Oui, donc c'est pas du tout un impino box. T'es quand même dans l'idée. Bah non. T'es quand même dans l'idée. C'est un amp in an amp. Et c'est une box in a box. C'est la box qui te donne ton amp. C'est une box in your amp. Ouais. Et pas un amp in your box. Non, ça n'a rien à voir. Moi, je trouve que si. Non, ça n'a pas de sens ce que tu dis, Alexandre. De toute façon, je vais pas être objectif, je trouve que oui, voilà. Non, un amp in a box, pour moi, le premier amp in a box,
Je dirais que c'est la Marshall, la série Marshall avec la Blues Breaker, la Drive Master et la Shred Master qu'ils ont ressorti à l'identique alors que c'est les pires boîtiers du monde. Mais voilà, là pour la première fois, il y avait l'idée de proposer le son d'un ampli sous forme d'une pédale qui modifie l'ampli quel qu'il soit. Là, l'idée d'une Tube Screamer, c'est de pousser l'ampli de façon à ce qu'il donne le meilleur de lui-même, pas d'imposer la personnalité d'une Tube Screamer à l'ampli. Je vais te reformuler différemment. Il te fait un amp in a box de ton amp quand il est à fond. C'est ça l'idée. Ouais, d'accord. Non, mais c'est après. Et tandis qu'une autre amp. C'était une soirée costumée, fallait me prévenir avant, quoi. Donc. Attends. On commence par la DNS2 de Maxon. Que je ne connaissais pas. Alors, Distortion and Sustainer. Qui est en fait plus ou moins une copie de la Distortion Plus de MXR. D'accord. Qui est sortie la même année, donc en 74. Mais elle est verte. Elle est verte. C'est en ça que déjà on est dans l'enfance de la Tube Screamer. Alors, Maxon, tout simplement, c'est le fabricant de la Tube Screamer pour le marché local. C'est-à-dire que Maxon ne vend qu'au Japon, ou en tout cas ne vendait qu'au Japon dans les années 70. Et pour l'exportation, c'est d'autres marques qui s'en occupent. Pour la Tube Screamer, en l'occurrence, Ibanez. D'ailleurs, ça s'appelait pas Tube Screamer à l'époque aussi. Ça s'appelait pas encore Tube Screamer et chez Maxon. De toute façon, c'était pas ce modèle-là, effectivement. Mais donc, là où cette pédale est intéressante, alors, au dehors du côté rigolo du fait que ce soit la première overdrive verte japonaise de l'histoire, comment dire, c'est surtout symptomatique du fait qu'on est dans les débuts de la copie japonaise. Et ça, pour le coup, en termes de marché de la pédale, c'est hyper important. Il y a eu déjà des pédales japonaises avec l'Univibe et avec la Superfuzz. Mais là, pour la première fois, on a une pédale japonaise qui est une copie à l'identique d'une pédale américaine, avec quand même une tonalité en plus qui n'est pas sur la MXR. Ouais, il me semble qu'il n'y a pas. Non, c'est juste deux boutons, la Distortion Plus. C'est dans cette idée-là, mais en disto. C'est ça. Ok. Oui, mais c'est une overdrive en vrai, la Distortion Plus. Oui, elle n'est pas trop poussée en vrai. On n'est pas dans la rate non plus. Donc, c'est hyper symptomatique d'un marché qui commence à se faire bousculer par les copies japonaises. C'est déjà le cas pour les guitares. On a de plus en plus de guitares japonaises bien faites qui commencent à envahir le marché américain. Il y avait dans les années 60 des Guyatones, par exemple, des guitares Guyatones qui étaient des horreurs absolues, qui étaient à peine jouables, etc. Dans les années 70, on a des guitares japonaises qui sortent, qui sont tout à fait correctes, voire pour certaines meilleures que les inspiratrices. Évidemment, l'exemple qui nous vient tous en tête, c'est les Ibanez de la période Lawsuit. Lawsuit, donc comme le procès que Gibson a menacé d'intenter à Ibanez. Ils l'ont jamais fait, mais ils ont envoyé une lettre pour dire à Ibanez d'arrêter de copier leur design. Ils étaient là, genre, Ibanez, déconnez pas avec nos designs. Je vais vous manger là. Et je vois le genre de lettre. Tout simplement parce que Gibson, à l'époque, ça allait pas super bien. Années 70, au niveau gestion, c'était géré par un énorme groupe qui appartenait à un spécialiste du béton et de la bière brésilien. D'accord. Donc, c'est vrai que c'est cohérent. Voilà, tout à fait cohérent. Et de la même manière que CBS pour Fender, leur obsession était de faire des économies sur la manière dont ils fabriquaient les guitares. Et ça donne donc des Les Paul des années 70 qui pèsent 8 kilos et qui sonnent pas pour 8 kilos. Même si à l'heure actuelle, elles valent cher parce que c'est vintage. Laissez-moi rire, haha. Mais en tout cas, donc à cette époque-là, Gibson est inquiet parce qu'une marque comme Ibanez se permet des rééditions de guitares que même eux ne savent pas rééditer correctement. C'est-à-dire que dans les années 70, Ibanez faisait des bursts alors que Gibson ne savait plus faire des bursts correctement. Ou Tokai faisait des strats style années 50 alors que Fender n'en proposait pas encore. Donc à l'époque,
on a vraiment un rôle du marché japonais de plus en plus important. On est après la crise pétrolière de 73, donc le pouvoir d'achat des guitaristes est plus le même aussi. Et donc, ils commencent par être sérieusement intéressés à l'idée d'avoir des produits de qualité, mais moins chers. C'est là donc qu'arrive notre petite Maxon. Tu veux une distorsion plus MXR, mais t'as pas les moyens. Bah regarde, c'est fait pour toi. C'est facile à marketer en plus. Bah oui, c'est ça. C'est pas compliqué, c'est la même en moins cher. C'est ce qu'on fait 60 ans plus tard. Bah oui, Enfin, c'est 50 ça. ans plus tard plutôt. Bien sûr. Sauf qu'à l'époque, t'avais pas du tout cette sacralité du circuit. T'avais pas d'idée de réédition à l'identique ou de copie avec le parce que tout chip était nouveau. à la con. Tout était nouveau. Oui, et puis c'est surtout que tout avait un but. Ouais. À l'heure actuelle, on les a rendues importantes, on les a sanctifiées en tant que objet sacré, mais à l'époque, c'était dans un but précis. Donc, tu voulais un truc qui fait de la distorsion. En gros, tu avais le MXR qui était à $200, tu avais la Maxon qui était à $100. Dans l'absolu, les deux faisaient de la distorsion. Oui, puis tu voyais dans son interview que quand il utilisait des puces, c'était pas parce qu'il se pignonnait sur des puces. Ah bah évidemment que non. C'est parce qu'il voyait le marché évoluer et Bien que sûr. Ça lui donnait des nouvelles specs pour faire de nouvelles choses. Oui, et puis c'est ce qui était le plus rationnel entre ce qu'elle coûtait, le nombre qu'il pouvait en avoir, le prix auquel il fallait sortir la pédale et la disponibilité immédiate. C'est pas parce que la puce est un peu différente que ça va être forcément meilleur. Non, comme nous allons le voir. Donc, sa première version. Ensuite, on reste sur le marché japonais. Ouais. L'autre géant de la pédale japonaise. Alors, Roland d'abord, oui. Évidemment, qui a sorti donc des pédales hyper importantes avec notamment le Chorus, le CE1. Oui. Et plein d'autres modèles absolument passionnants. La Biba Fuzz, qui est absolument géniale. Biba, parce qu'elle fait le son d'un mouton en train de se faire piquer par une abeille vénère. C'est Bitronix qui a racheté les droits. C'est très bien la Biba. Hein. C'est criard à souhait. Et c'est hyper gros, et du coup, c'est complètement inutilisable. Et donc, Roland lance la marque Boss spécifiquement pour les guitaristes. En gros, Roland, ça s'adresse aux claviéristes et aux guitaristes. Fin des années 70, ils sentent que le marché clavier va être super porteur. Ils se disent, on va séparer les idées. Les guitaristes, ils iront chez Boss et ce sera très bien. Et du coup, on a une transition où il y a certains modèles qui sortent en tant que Boss. Je crois qu'il y a eu même certains produits qui ont eu les deux marques selon les versions. Ça, je suis plus certain de mon coup là-dessus. D'accord. Mais le premier produit chez Boss, c'est un préampli d'acoustique. Ah, le PA quelque chose. Non, ça c'est un phaser. C'est pas un truc vertical. C'est un truc triangulaire. Triangulaire, attends. Ce à quoi tu penses, c'est une petite boîte verte. Ouais. Qui était pour le coup un booster. J'ai ça en tête moi. Un booster MOSFET, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Qu'utilise The Edge notamment. Et qui a été répliqué par JHS avec le petit trèfle dessus. C'est ça. C'est comme ça que j'avais trouvé ce truc-là. Donc, ça, effectivement, c'était les premiers produits Boss. Okay. Jusqu'au moment où ils sortent la série des Compact Pedals. Et donc, on est en 77. L'idée est géniale. L'idée est tellement géniale que ça n'a pas changé. Putain, t'imagines ? Plus de 40 ans après, 45 ans plus tard, 6 ans plus tard. Donc, bientôt, on fêtera bientôt les 50 ans des Compact Pedals Boss. Dans 4 ans, on voit ça de partout. De partout sur Internet et dans nos rues. Donc ça, il y a quand même une forme de perfection formelle de cette boîte. Je veux dire, c'est hyper bien pensé. Les boutons sont protégés quand tu es sur scène. C'est indestructible. Je peux témoigner. Tu ouvres, tu as la trappe à pile en dessous. C'est quand même hyper bien pensé. Avec les jacks sur le dessus, ce serait parfait. Ça dépend comment tu organises ton pedalboard. Ouais. Moi, avec des acclames, oui, tu peux. J'aime pas les jacks sur le dessus. Moi, j'aime bien. Parce que du coup, les pédales sont trop proches et tu appuies sur plusieurs à la fois. Ouais. Parce que là, en plus, t'as plein de place pour appuyer. C'est vrai. C'est pas comme vos petits machins odieux, là. Donc, la OD1 est importante.
C'est le premier circuit qui va annoncer celui de la Tube Screamer. Ouais. Au point que sur la Banzai, donc, qui est le best-of Tube Screamer de JHS, il a intégré une OD1. Ouais. Et la OD1 est importante parce que c'est la première... Elle fait partie des 3 premières compact pedals. Ok. En gros, donc, les 3 premières compact pedals, c'est ce qu'on appelle les traffic light pedals, donc les pédales en feu de circulation. Ah, d'accord. Tout simplement parce que tu en as une rouge, une jaune et une verte. Ça le fait. Donc comme un feu tricolore. La rouge, c'était quoi? Alors la rouge, c'était la SP1, alias la Spectrum, qui était un boost de médium semi-paramétrique. On n'avait pas besoin de ça à l'époque. Mais c'est génial et ça vaut 700 € si t'en veux une. La orange, donc, c'était la OD1. La jaune, ouais. Et la verte, c'était la PH1 qui était un phaser. Oui. Et donc les 3 avaient 2 boutons et les 3 avaient cette gueule-là. Stylé. Bon et démarrage. Moi, c'est quelque chose qui me fascine complètement. T'imagines qu'en 45 ans, 46 ans, on a dit, ça n'a pas bougé. C'est incroyable. C'est incroyable. Et pour les 40 ans d'ailleurs des compact pedals, donc en 2017, ils avaient fait un coffret avec les 3. Oui, c'est vrai. Et j'ai pas voulu l'acheter parce que je me suis dit que du coup, j'oserais pas les jouer. Ouais. Tu vois, je me suis dit, tu les sors du coffret et c'est elles perdent leur virginité et du coup, tu peux plus les marier. Enfin, voilà, c'est très rétrograde comme manière de voir les choses. J'ai honte. Ensuite, donc, on passe chez Ibanez. Attends, un truc sur la OD1. Oui. Il faut savoir que c'est exactement le même circuit que la OD 808. Exactement. Exactement. À la poêle de couille près. Après, il y a une poêle de valeur qui Mais change. est-ce qu'il y a le JR 45 73 Qui s'en Ouais, mais Stevie Ouais. Ray Vaughan, il avait pas le son s'il avait pas sa JR. Voilà. Levez la main, s'il vous plaît. Enfin, vos claviers, je sais pas. Enfin, non, c'est exactement le truc. Alors, peut-être qu'il y a une valeur qui change. Alors, c'est forcément mieux puisque t'as pas la tonalité. C'est vrai, il n'y a pas la tonalité. Donc t'as des merdouilles en moins, Ouais, t'as fatalement. Bah, elle doit être dedans. Ça, je t'avoue, j'ai pas regardé la tonalité. J'ai surtout regardé comment le drive est fait. Ouais. C'est exactement le même drive. Et donc, encore une qui est exactement la même, Ouais. c'est l'Overdrive 2, Ouais. alors, qui, selon que vous l'achetiez au Japon ou à l'international, s'appelait Maxon ou s'appelait Ibanez. Ok. Et donc là, c'est l'apparition de ce format-là, de ce foot switch-là, Ouais. qui est le pire du monde. J'avais tendance à dire que c'était cool, mais c'est nul. Jamais utilisé dans ma vie. Ouais, il marche pas bien, quoi. Sans à quel point c'est flimsy. Ouais, tu sais jamais quand c'est activé. C'est merdique. Ouais. Là, j'avoue, je préfère le boss. Et alors là, tu vois, il y a un truc intéressant dans cette évolution-là, c'est que là, on copie les ricains. Ouais. Là, on copie les regarde Japonais. ce que fait son pote japonais. Ouais. Tu vois, très clairement, il y a quand même une influence des compact pedals de boss Ouais, là-dessus. clairement. Donc, Après, le format est quand même bien choisi aussi. Parce que moi, bien sûr. le gros clapet, il me fait peur, mais en vrai, c'est solide. Ah bah c'est En vrai, c'est solide. hyper solide. Ouais. C'est vrai que ce Switch, il donne pas envie, par contre. Non, c'est pas C'est terrible. le Switch qui ne donne pas envie. Donc là, on est en 77. Ouais. Et 2 ans plus tard, c'est rebaptisé Tube Screamer. Il y a une petite histoire. Ah, vas-y. C'était qui? C'était quelqu'un d'Ibanez qui allait chez Sami H. Ça marche, ouais. Donc Sami, c'était le fils, je crois. Peut-être. Sami, le fils. Et il lui a dit que sa pédale, ça faisait comme si tu faisais crier des amplis. La Tube Screamer. Pas mal, quoi. C'est comme ça qu'on entre dans la légende, hein, tout simplement. Mais c'est toujours ça. On en parlait tout à l'heure en off. On parlait du NAM, encore une fois. C'est vrai que c'est ce genre de rencontre que tu fais humaine à un moment dans ton bise qui peuvent changer des choses. Tu t'en rends peut-être pas compte sur le moment, mais à un moment, ça peut changer des choses. Et alors, moi, je peux pas m'empêcher de me dire qu'ils avaient aussi la Tone Bender en tête quand ils ont sorti le nom. Parce que ça, c'est quand même tellement proche dans l'architecture. Oui. Et alors, je remarque un truc extrêmement branlomane auquel j'avais pas pensé avant. Vas-y. Mais regarde, 2 mots, un seul mot. Ah. Parce que quand il y avait 2 mots, c'était meilleur. Ah, quand il y a 2 mots, c'est mieux. Après, ça devient la Tube Screamer.
En un seul mot. Ouais, je sais pas. Mais donc, bref. Moi, tu sais, je peux spoiler un peu ou pas? Allez, vas-y, fais-nous plaisir. Moi, niveau boîte, on parle de boîtier depuis tout à l'heure, on parle pas de son. Bien sûr. Voilà. Moi, c'est celui-là. Boîtier. Moi, c'est celui-là qui me fait kiffer. Mais celui-là, il fait rêver. Il est trop bien. Mais bien sûr. Moi, j'adore ce boîtier. Mais J'aurais évidemment. tellement rêvé avoir eu ça plus tôt, mais c'est pas moi. Je sais pas, je trouve ça ouf. Mais non, mais cette série de pédales était brillante. Je trouve que c'est la meilleure. Donc, la TS 808, on est en 1979. Ouais. Et 2 ans plus tard. tout le monde s'en fout. Voilà. C'est-à-dire que à l'époque, on commence à avoir des produits en rack, on commence à avoir des amplis avec plein de canaux intégrés. Le JCM 800, par exemple, de Marshall, qui arrive pas longtemps après. D'abord la version 1 canal, mais ensuite la version 2 canaux foot switchable. Et on peut passer du coup de son clair à son saturé sur son ampli. Donc quel est l'intérêt d'avoir ce genre de truc à l'époque? Aucun. Et du coup c'est un succès tout à fait relatif. Ouais. Faut pas se dire qu'à l'époque ils en ont vendu des millions. Ce sera un succès rétrospectif plutôt que à l'époque. Donc la TS 808, celle sur laquelle tout le monde se pignole allègrement, avec donc le JRC 4558, c'est ça que j'ai cherché tout à l'heure. Ouais. Tu vas nous parler du circuit tout à l'heure. En 82. Bah si tu veux que je te parle du circuit, il faut en parler des ici en fait. On va y revenir. Moi, Ok, vas-y. je fais mon laisse-moi kiffer la vibe avec mon mec. Ouais, vas-y. Donc, je suis pas une blonde platine, je suis pas une blonde latine, DJ. La TS9, donc ensuite, en 82. Non, c'est Diams, là, c'est vintage. Oui, je sais. C'est meilleur du coup. C'est vachement mieux. Bah oui, il y a la JRC dans Diams. Donc, le gros intérêt de la TS9, c'est qu'on a enfin un vrai foot switch. Ouais, il a l'air mieux celui-là, fais voir. C'est rigolo de se dire qu'ils ont attendu la deuxième version pour vraiment copier Boss, mais ils l'ont pas bien fait. Donc, ensuite, en 85, la Tube Screamer est arrêtée. Okay. Ce qui montre bien à quel point tout le monde s'en foutait à l'époque. Ça m'étonne pas. Et 85, on est vraiment en plein dans l'ère des racks triomphants, des préamplis à lampe ou pas, qui étaient d'ailleurs géniaux, mais à l'heure actuelle, tout le monde se moque de ça, comme si leur bite avait un goût, mais en fait, ça sonne mieux que ta merde, là. En 86, on a la TS10. Attends, ils l'arrêtent pour finalement faire la 10. Ils sortent la 10 un an plus tard, ouais. Mais qui fait partie d'une série. D'accord, oui, c'est ça, en fait, série. Ah non, on l'a pas là, la 10. On n'a pas la 10, mais c'était la même série que ça. C'était ce même look-là. Et c'était toute une série avec plein de pédales. La TS10, c'est déjà le début d'une qualité de fabrication moindre. Là, on voit entre les deux, il y a quand même un écart. Dans la JHS, le TS10, on sentait qu'il n'y avait plus de basse. Aussi, ouais. Voilà, il n'y avait plus du tout de basse. Et alors, il se trouve que milieu des années 80, ça correspond aussi au succès de Stevie Ray Vaughan. Ouais. Donc ça, évidemment, c'est indissociable du succès de la Tube Screamer. Ouais. Stevie Ray Vaughan devient un dieu vivant, puis plus vivant. Il meurt en 1990, et évidemment, c'est glauque, mais la nature humaine est comme ça. Il meurt, donc tout le monde s'y intéresse. Et donc en 92, Ibanez finit par rééditer la TS9. D'accord. Évidemment, c'est en lien direct avec le succès de Stevie Ray Vaughan. Entre-temps... Celle qui ressemble à ça avec ce Switch. Celle-là, tout simplement, la TS9. Elle a pas cette gueule-là? Bah non. Ça, c'est la TS 808 oui, avec ce Switch-là. Je sais, mais avec ce Switch-là, non? Bah ouais. Ah ouais. Mais celle-là, elle a pas ce Switch-là à l'époque. Oui, je sais qu'elle a pas ce Switch-là, justement. Ah oui, d'accord, ok. Je te suis. Qu'est-ce qui t'arrive, Alexandre? Je me pose des questions. J'ai l'impression que tu es sous le choc. Ouais, je m'inquiète du Switch. T'imagines à quel point je suis sous le choc? Non, alors, ça, c'est une bizarrerie parce que... Ça, c'est la qu'il est, en fait. Oui, mais c'est pas qu'il est qui l'a faite, c'est qu'il est qui l'a modifié. C'est ça, il a rajouté son Switch. Mais sauf que normalement... T'as ce Switch-là. T'as ce Switch-là par-dessus les restes de ce Switch-là. Donc, il y a une bizarrerie. Ouais, non, pardon, c'est sur celle-là.
t'as des versions modifiées de celle-là où t'as le switch qui protubère Oui, de parce qu'ils ce arrivent truc-là. pas. Et je trouve ça d'une sauvagerie géniale. C'est en mode ton switch, dégage-le. C'est vraiment ça. Bon. 91, Ouais. on a la série Sound Tank. Qui a l'air d'être affreuse. Et alors, Là, ça a l'air c'est mon affreux. enfance. Oui, mais ça a l'air C'est affreux mon quand même. enfance puisque j'ai commencé la guitare en 94. Et du coup, à l'époque, si t'avais pas les thunes pour une bosse, bah tu pouvais te choper une Sound Tank. T'imagines ne pas avoir les thunes pour une bosse déjà? Ah bah, voilà. Hein. Ouais. Quand t'es collégien en 94, déjà les thunes pour une Sound Tank, tu les as pas forcément. Donc tu veux dire que là, c'est à partir de là que le capitalisme a ruiné l'écologie en fait. Hein, c'est cette époque, 91. On peut dater d'à peu près cette époque-là. Ouais, d'accord, ok. Non, en vérité, c'est là. C'est à partir du moment où on commence à faire à grande échelle et avec une qualité de fabrication moindre. Ah, ça va, des c'est produits, solide ça, regarde. manufacturés à la main à l'époque. Ça c'est solide. Oui, bien Ça sûr. tenu le temps. Par contre, celle-là, ouais, Oui, c'est vrai qu'en termes de durabilité, c'est un vrai problème. elle s'allume quand elle a envie. Je sais plus qui me l'a prêté, mais désolé, c'est pas moi qui l'ai cassé, hein, c'est filmé. Hein. Pour moi, là, là, t'as fait un gros fuck à l'écologie en sortant ce produit. Ouais, mais je suis sûr que John Mayer l'a utilisé. Oh le bâtard. Donc c'est forcément bien. John Mayer, hein, qui en fait veut être Stevie Ray Vaughan, et c'est pour ça qu'il utilise une Tube Screamer. Je vous rappelle que la première guitare sérieuse de John Mayer au début de sa carrière, c'était un modèle signature Stevie Ray Vaughan Stratocaster. On sent pas du tout l'inspiration. Et c'est pour ça qu'il utilisait une Tube Screamer, et que vous voulez une Tube Screamer à l'heure actuelle. Ne mentez pas, Ouais. je le vois dans vos yeux. Après, John Donc- Mayer, c'est pas non plus pareil. C'est plus détente, c'est un beau gosse, c'est différent. Oui, pas la même chose. Oui, c'est de la coke de meilleure qualité, quoi. Donc, en 98, on a la TS9 DX Turbo. Ah oui, j'ai vu ce truc, ouais. Alors, c'est important, Ouais, ok. à part que tu fais une gueule, genre, qu'est-ce que c'est que cette Turbo. merde? Moi, je vois turbo dans une pédale, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont, les gars? Eh bien, figure-toi que c'est la même chose que ton Ego Driver. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est-à-dire que c'est une tentative de générer une distorsion correcte à partir de la pédale elle-même. Oui, non, attends. Et pas de pousser l'ampli qui va derrière. Donc, ce qui montre bien que Ibanez a compris que son circuit servait de base à plein de modifications aussi. Et ce qu'ils intègrent en 1999 dans la TS7 de la série Tone Loc, puisque comme tu peux le voir, Hot. on a le TS9 historique, ou bien Hot, qui aurait pu s'appeler Turbo aussi. Ah, mais tu vois, ils ont compris qu'ils avaient fait une erreur. Ils ont renommé turbo en hot. Jamais de ma vie, tu verras turbo dans un de mes Et donc produits. la série Tone Lock, parce que you can lock your settings and nobody will touch them. Donc, tu caches tes boutons, comme ça C'est personne ne magique. viendra changer tes réglages magiques. C'est trop bien. Et alors, le seul truc, c'est que je me demande à quel moment ça s'use et ça reste coincé dedans. Franchement, Ce je qui est sais pas. forcément un problème. Hein. Quelle année t'as dit ça? 99. Ah, ça a bien tenu quand même. C'est qu'il n'a pas dû les loquer beaucoup. Il a peut-être pas dû s'en servir une seule fois. Et donc ça, Et le c'est Switch, clairement boss. le mais en- Switch très clairement boss. Mais en mieux. Et ça, donc, c'est une série que j'aime bien, parce que pour moi, c'est la série Korn. On est en 99 Oui, et d'accord. Ibanez, c'est Korn à fond. Ouais. C'est vraiment l'époque de la 7 cordes à tout va. Et du coup, la Tube Screamer, à l'époque, tout le monde s'en fout. Dans la même série, ils avaient fait une disto, je crois, qui s'appelait la Seventh Heaven, Ok. qui était une disto spéciale 7 cordes. Mmh. Et ça, par contre, on en voulait. Puis il y avait la lo-fi aussi qui était géniale. Enfin bref, ça donc c'est la dernière forme particulière Oui. de la Tube Screamer, Ils se sont avant arrêtés là, que quoi. finalement ils finissent par faire des Tube Screamers qui ressemblent exactement à ça, avec un vrai foot switch malgré tout. Il y a eu quelques modifications. Il y a eu des Tube Screamers basses. Il y a eu la TS Mini en 2015. Oui. Il y a eu la Tube Screamer à lampe avec la NuTube Il y a eu ça. de chez Korg. Je crois que j'ai acheté ces conneries là. Il y a même eu l'ampli Tube Screamer. Oui, alors ça je l'avais déjà essayé. Il Catastrophe. y a une horreur. Catastrophe. Il y a la collab avec Vemuram aussi pour l'anniversaire de la Tube Screamer. C'était avec Memory? Mais bien sûr. La Hardwire là? Ah non, il y avait un modèle encore plus cher.
Il y a un truc plus cher que Mais l'Hardwire. bien sûr. Tu regarderas ça. L'Hardwire, elle avait l'air sympa. Mais bien sûr, mais parce qu'on se branle avec les pieds. Oui, bien sûr. Donc. Et attends. C'est un truc que j'avais en tête et j'ai zappé. Oui. Moi, ce que je trouve malin, tu parlais d'utilitaire, c'était des objets utilisés. C'est ce qu'il avait le fabricant à l'époque, en fait. C'est qu'il allait te créer des innovations. Et comme tu l'as si bien dit, après celle-là, ils sont venus, comme nous, dans notre ère aujourd'hui d'hipster branloman, à les copier des vieilles choses. Et ça, j'adore. Mais il n'y a plus de création. Parce que ça correspond au mode de l'époque aussi. C'est-à-dire que 99, on atteint vraiment le sommet de la distorsion possible. Ouais, c'est ça. Et après ça, du coup, il n'y a plus que du rétro vintage répliqué. Et du coup, hier soir, en lisant ces notes, je me disais, oh, ça devait être beau ce monde où tu pouvais créer des choses sympas dans l'overdrive, utiles et pas juste du réchauffé, quoi. Bah, c'est... Oui. Que t'étais nécessaire. C'est un contexte différent. T'étais vraiment... On avait vraiment besoin de toi. T'es pas là à te pignoler sur un détail, parce que oui, c'est mieux avec ce détail-là, mais... c'est sûr qu'en tant que créateur, ça doit être plus valorisant. Oui. Oui, c'est sûr. C'est ça, en fait. C'est ça qui a changé par rapport à la pédale d'effet et le monde dans lequel on est. C'est que quand ils ont sorti ça, il devait être 3-4 produits, quoi. 3-4 propositions de valeur. Et tu te dis, si t'as besoin d'un overdrive, c'est ça. Ouais, alors... Et t'es un visionnaire, c'est comme l'arrivée de l'ordinateur, tu vois. Oui, bien sûr, mais justement, comme toute grande invention, a posteriori, on a tendance à ne se souvenir que des bonnes choses. Oui. Mais il faut pas oublier qu'à l'époque, il y avait un paquet de grosses merdes qui servaient à rien aussi. Pas oublier qu'il y a quand même des marques de batterie qui proposaient des pédales d'effet à l'époque aussi. Voilà, faut quand même... ça, c'est sûr. Faut quand même pas oublier ces choses-là. En parlant de merde, je prends un parallèle. Dis-moi si je devrais fermer ma gueule ou si j'ai peut-être le droit de penser ça. Ah, vas-y. J'ai quand même l'impression que Maxon a dû se mordre les doigts, avoir filé les droits à Ibanez et que tout le monde pense à Tube Screamer aujourd'hui en pensant à Ibanez. Est-ce que c'était leur raison d'être de vendre des pédales à l'international? Non, mais aujourd'hui ils essaient. Ouais, mais en fait, la Tube Screamer ne serait pas sortie du Japon s'il n'y avait pas eu Ibanez. C'est vrai. Donc à mon avis, Maxon, vu le nombre que Ibanez leur commandait pour l'international, je pense que ça les gênait pas trop, non? Ouais, ils vendaient des cartes. Ah ils vendaient des pédales même. Ouais, ils devaient les fabriquer directement. Évidemment. Ouais, bien sûr. Tout, Non, à mon avis, ils sont très contents, mais c'est sûr qu'à l'heure actuelle... À l'heure actuelle, c'est dommage. L'idée même que Maxon s'exporte est bizarre. Parce que, en fait, c'était pas la raison d'être de cette entreprise. Oui, parce qu'ils essaient de gagner une part du gâteau, parce qu'Ibanez a dû leur dire, bon, mon loulou... C'est bien ce que vous faisiez, là, mais... J'ai plus besoin de vous. J'ai vu sur Internet, là. J'ai les plans. Parce que là, c'est clairement pas Maxon qui lui fait ça. Non. C'est clairement pas Maxon. Je pense qu'à partir de là, on n'est plus chez Maxon. Ouais, même ici, je pense que ça s'est arrêté là, quoi. Ouais, ça s'est arrêté là, en fait. On se fait que des savoir, suppositions. Parce que je pense à la Tube King Overdrive, qui date des années 90, que j'adore, où tu avais une petite lampe, et Maxon a sorti sa version, la ROD 881 ou un truc comme ça. Ils ont les mêmes produits des deux côtés. Ça veut probablement dire que c'est eux qui la faisaient à l'époque. Donc je pense qu'ils ont continué de sous-traiter, mais pas sur tous les produits. Peut-être sur l'ingénierie et pas la fab ou des choses comme ça. Va savoir. Parce que pour faire ça, tu fais forcément du made in China et donc ça change la philosophie, quoi. Ah, ils étaient capables de faire ça au Japon aussi. Hein. Triste. Ok. Donc, toujours est-il que en parallèle de ça, on a un phénomène absolument passionnant qui se développe et on en a le signe ici. Oui. C'est que les guitaristes voulant le son de Stevie Ray Vaughan, de Eric Johnson, j'allais dire John Mayer, mais John Mayer, il n'était même pas encore Glimmer in his father's eye à ce moment-là, de Trey Anastasio, le guitariste de Fish, qui lui aussi stack les Tube Screamers comme Stevie Ray Vaughan. N'oubliez pas Trey Anastasio, il est important. Bref, de tous ces grands guitaristes, de The Edge aussi, de tous les gratteux qui utilisent des Tube Screamers vintage. Ouais. Pas forcément parce que les dernières leur plaisent pas, mais parce que de toute façon ils l'ont déjà acheté à l'époque. Non, c'est surtout qu'ils l'avaient depuis 81 et puis qu'ils n'avaient pas
envie de s'emmerder à en racheter une. Mais en tout cas, donc, les fabricants se rendent compte que les guitaristes veulent de la vieille Tube Screamer et ce son-là, et que les rééditions, manifestement, ne sont pas faites comme les anciennes. Et c'est à ce moment-là, du coup, que se développe le marché des modifications. Ça, c'est pas mal. Le premier du genre, c'est évidemment Mike Piera d'Analog Man, qui est un véritable pionnier dans le domaine, qui, dès les années 90, commence à modifier des Tube Screamers. Par exemple, il prend ta TS10 et puis il en fait une 808, ou il prend ta réédition de TS9 et il en fait une vraie TS9. Souvent, le mode le plus connu, c'est le True Bypass. Le True Bypass et puis enlever le filtrage des graves. Ouais, aussi. Et du coup, ils ont des petites modifications du circuit comme ça qui permettent de pleinement profiter de sa Tube Screamer. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, Mike Piera, c'est en modifiant une Tube Screamer qu'il tombera ensuite sur le circuit de la King of Tone. Puisque la King of Tone, c'est une Blues Breaker d'un côté, une Tube Screamer de l'autre. Et les deux ayant appartenu à Jim Vidon, qui était venu les faire réparer chez Analog Man. Donc, Analog Man le premier, et puis Robert Keeley ensuite, qui est devenu connu pour ses modifs de Tube Screamer. Mais là, on est en 2002 déjà. Donc, on n'est pas à l'enfance de l'art, mais presque. Oui. Et puis petit à petit, évidemment, et ça c'est l'explosion du marché boutique dont tu fais partie, c'est le moment où des constructeurs non seulement se repenchent sur le circuit de la Tube Screamer, mais fabriquent les leurs plutôt que de modifier des Tube Screamer existantes. La première du genre, c'est tout simplement... Ne regarde pas comme ça. Allez, je voulais te faire deviner. Alors, tu sais qu'hier, comme ça je réponds pas à ta question tout de suite. Trop fort. Il est très fort. Hier, on préparait le comparo Tube Screamer, et justement, il y a ce truc qu'on se dit toujours, c'est encore une Tube Screamer. Mais à la fin, quand on y réfléchit, on savait plus quel produit choisir. On se disait, mais attends, mais finalement, est-ce qu'on les écarte pas à chaque fois, les Tube Screamer Quel Tube Screamer on va prendre dans le comparo? On savait pas trop quoi choisir. Bref, je te réponds pas à ta question. Tu me poses une colle là. Wampler était dans les premiers, mais je vois pas faire une Tube Screamer, lui. Il est loin, Brian, il est très loin. Non, pense parmi les toutes premières marques boutiques. On a parlé d'Analog Man, il a pas sorti sa Tube Screamer. Non, Analog Man, il fabriquait pas. Non, non, là, tu m'aides put pas. You out of your misery. Ouais, merci. C'est Wayuge. Wayuge. La Green Rhino, tout simplement. J'y serais jamais allé, tu vois. 1996, la Green Rhino, qui est une Tube Screamer, tout simplement. Ouais, d'accord. Donc, Wayuge, très important. Ouais. Il était là avant tout le monde, quasiment. En gros, au début, il y avait Frampton, qui est importante aussi, qu'il faut pas oublier, Black Cat, Zivex et Wayuge. C'est vraiment les pionniers. Love Pedal peut-être aussi dans l'époque. Après Love Pedal. Un peu après encore, Encore après. Donc, la Green Rhino, ensuite il y en a eu, voilà, vous connaissez. Parmi les premières, il y a la T-Rex Alberta. Il y a la Mad Professor Little Green Wonder. Qui est très bien d'ailleurs. Qui est ma préférée du lot, on en reparlera pour le comparatif. Et la Jam Tube Dreamer. Et ensuite, en France, il y a eu la Jacques. Il y a eu la Benrod Screamer. Benrod. Green Screamer, je crois. Et puis après, il y a eu... il y a eu des choses. Voilà, des gens comme toi. Salut. Et donc, c'est à la fois un circuit passionnant musicalement, parce qu'on aime tous Stevie Ray Vaughan et John Mayer. Mais au-delà de ça, c'est évidemment un circuit qui a servi à plein de métalleux aussi pour pousser leurs amplis. Ça, on y reviendra quand on écoutera un peu. Et puis, c'est surtout un circuit qui a servi de prétexte à l'apparition de plein de phénomènes au sein desquels nous vivons à l'heure actuelle. Du style Du style, les mods et le marché boutique, tout simplement. Oui, ça a lancé tout ça. La Tube Screamer est l'essence même du... D'ailleurs, le gimmick dont je te parlais tout à l'heure, c'est que, je m'en souviens, on en parlait avec Lee Anderton, tu vois, de ça. C'est que pour lui, c'était insupportable de voir le nombre de marques boutiques qui arrivent, qui disent
Non, mais attends, je t'ai fait une nouvelle Tube Screamer, mon gars. Et je vais te le faire juste après. Bah oui, bien sûr. J'ai changé 3 composants. Elle est parfaite. Alors, justement, tiens, tu me tends une perche magnifique. Le circuit. Félicitations au passage. Le circuit. Le circuit n'a pas changé. Voilà. Next. Non, bah alors, je t'avoue, j'ai pas regardé les 7, 5, 10. Si tu veux, je peux le faire. Explique-nous un peu. Donc, c'est du soft clipping. Je vais plutôt te parler du circuit, voilà. Et ça, je peux le faire parce qu'il y a un article sur Anasant, sur la Ego Driver. Lisez tout ça au calme, parce que là, je vais vous faire un résumé très rapide, pas le sien. Mais sur FX Teacher, Ego Driver, on a tout qui est indiqué sur comment ça marche en détail, dans les moindres détails. T'inquiète, ils iront pas. Ouais, c'est bien, ils ont la flemme. Alors, je sais plus de quoi il parlait en détail, Mister Maxon, mais apparemment, là-dedans, se cache une. Pique-nique douille. Je pense que c'est elle. Ouais. Elle, qui n'a pas les transistors d'entrée et de sortie. Parce qu'en gros, tu as un buffer en entrée et un buffer en sortie. Ouais. Qui sont pas les buffers bypass, les buffers techniques pour le son. Qui sont à l'intérieur de l'effet, mais qu'on utilise pour le buffer bypass, tu me diras. Qui te permettent... Je te dirais pas ça parce que j'y connais pas assez. Qui te permettent d'adapter l'impédance de ta guitare. Donc, on a un en entrée et un en sortie. Ils sont super importants. Si je ne dis point de bêtises, il me semble que le premier buffer amplifie un petit peu quand même. Il amplifie un petit peu, il est important. Et donc c'est pour ça que ça se stack bien, c'est qu'ils avaient déjà résolu le problème des fuzz. Les fuzz caca, mais qui en même temps qui n'ont pas d'adaptateur d'impédance. Donc quand tu designes une fuzz, tu la designes pour être mise entre ta guitare et ton ampli. Tu la conçois telle quelle, tu choisis, chaque composant est super important. Une fois que tu as le son qui te plaît, t'arrêtes là. Et celui qui veut le même son que toi, bah, il a intérêt à faire comme toi. Sinon ça sonnera pas pareil. Plus le cas. Là c'est plus le cas. Une Tube Screamer, c'est une Tube Screamer quoi qu'il arrive. Et oui, d'accord. Donc ça c'est quelque chose d'important. Et oui, bien sûr. Il y a un buffer en entrée, un buffer en sortie. Ils ont enfin fait de l'électronique. Ça c'est déjà la première base. Deuxième élément, ils ont cherché un moyen de faire de l'amplification avec du gain. Tu as 2 solutions, 2 écoles. Soit tu mets des JFET là, et donc tu vas les faire saturer. Soit tu mets pas ça parce que tu maîtrises pas la techno, parce que ça fait du bruit, parce que tu considères qu'au Japon c'est pas ce qu'on aime. Je les vois bien en tant qu'ingé dire non, ça c'est pas possible de faire ça. Et donc qu'est-ce que tu fais? Tu mets un AOP. C'est la première fois que tu as un AOP dans une pédale, je pense, à part la distorsion plus, machin, enfin dans cet esprit-là, c'est cette époque-là. Donc l'AOP, ils vont l'utiliser pour donner beaucoup de gains, parce qu'ils ont compris que c'est comme ça que tu allais créer de la saturation. Mais ils ont compris aussi qu'un ampli, quand ça sature, ça apporte des harmoniques. Et les harmoniques, c'était là où aussi on a introduit la notion de soft clipping, avec des diodes de clipping qui vont te créer ces harmoniques. Donc ces diodes, elles vont venir prendre ton ampli up qui amplifie, lui dire calme-toi, j'ai pas envie que tu me casses les oreilles, tu me donnes juste des harmoniques. Voilà. Et donc, il y a de la pignole, je crois que c'est la 9, où il y a 3 diodes au lieu de 2. Je vous laisse faire ça entre vous. Moi, perso, je m'en fous, c'est pareil. La 8, la 808, je crois qu'il y en a 2. Voilà, bon. C'est ce qu'on entend de clipping symétrique et asymétrique. Ouais, donc ça n'a rien à voir. 2. Ça n'a rien à voir. Ah oui. Rien à voir. Rien à voir. C'est drastiquement différent. Non, alors après, c'est comme la vieille réponse de... finalement, tout est possible, vous avez le choix, faites votre life à votre sauce, machin. Il n'y a pas vraiment de vraies raisons, de vrais trucs. Non, il y a quand même des différences au niveau du circuit, sinon on n'aurait pas des versions. Mais honnêtement, c'est un peu de la pignole. Un peu beaucoup. Alors, là où on peut quand même plus parler de versions que sur, par exemple, la Big Muff ou la Tone Bender. Ouais, où là, t'entends vraiment un truc important. Non, c'est surtout qu'elles étaient toutes fabriquées de la même manière à l'époque. Ah oui, là t'as un naming. Parler de Big Muff Ramshead, en fait, ça veut rien dire puisqu'il n'y en a pas 2 qui sonnent pareil. Oui, en plus. Donc là, si on parle de son de 808 par rapport au son de TS9, a priori, on est tous d'accord, en tout cas, sur les différences que ça sous-entend, parce que il n'y a pas d'exemplaire magique de la TS9 ou de la TS808. Je comprends ce que tu veux dire. Oui, c'est censé être industrialisé. En tout cas, par rapport à Electro Harmonix, oui. Voilà, on est d'accord.
Voilà, sinon au niveau du circuit, je t'avoue, je connais pas ce qu'il y a là-dedans. Ok. Ça, je connais pas. Raconte-nous un peu ce que tu as mis là-dedans. Je crois qu'il y a une position OCD. Ça voudrait dire que l'OCD est un dérivé de Tube Screamer ou rien à voir? Pas directement. En fait, alors je vais te parler d'abord de la Ego Driver, je te réponds à ta question ensuite. Ok. La Ego Driver, elle a pour but de reprendre le circuit original d'une 808. Mhm. Elle l'a repris. On a gommé quelques défauts, à notre sens. Mais il n'y a pas le JRC 4558. Si, il y a un RC 4558. Ah ouais, non, c'est moins bien. Ah ouais, excuse-moi. Je suis désolé. Surtout que Mister Maxon, il en parle lui-même. Il est passé par toutes les puces pour finalement finir sur la Texas Instruments. Ouais, mais est-ce qu'il joue comme Stevie Ray Vaughan? Bah non, voilà. Ouais, mais c'est-à-dire que là-dedans, dans celle de Stevie, t'as le RC 4558 de Texas. Ouais, non, mais c'est ça. Non, mais voilà. Bah c'est ça, Texas Instruments, Mais tu sais pourquoi les gens... guitariste texan, c'est Tu sais normal, pourquoi- c'est pourquoi normal. ils y vont finalement. avec les pieds, comme tu dis. C'est parce que, je sais plus, je vais dire une connerie, je vais dire Rakuten, mais c'est pas ça. Ray Touren, j'en sais rien. Et il y avait une marque à la con. Il y avait une marque de puce à la Dire con. un site de porn allemand. Il y avait une marque à la con de puce qui avait le JRC 4558 qu'il a mis peut-être dans les premières. Et en plus, c'était même pas les premières parce qu'il a commencé avec le pire AOP du monde, le 741. Le 741, c'est le pire AOP qui puisse exister, c'est le plus basique, c'est le premier. Ok. Donc il t'a mis l'AOP le plus basique du monde. Et lui-même il a dit oh putain je déconne quand même, j'ai passé au JRC 4558. Il teste un autre, il dit ah non je vais arrêter le JRC 4558, je prends une autre marque. En fait il découvrait. Oui, bien sûr. Et les gens ils sont là en mode ah je veux le JRC Mais 4558. bien sûr. Mais c'est sûr que ça va forcément sonner un peu différemment. Mais qui a dit que c'était mieux? Stevie Ray Vaughan. Il a fait un interview, il a dit moi j'ai ouvert Matthew Screamer. Ah non, il a carrément fait un morceau où il dit JRC rien ne sonne 4558. comme un JRC 4558. Ouais très bien. C'est resté une démo, hein, mais non, on connaît. Il faudrait qu'on mette un petit encart second degré. Non, c'est... Cause nothing sounds like a GRC 4558. Tu la connais pas, non? T'es con. Comment casser internet en 2 secondes? Oh putain, mais et le pire c'est qu'ils vont retenir ça. Mais bien sûr. Mais c'est ça le Mais pire. c'est là qu'ils sont formidables. Ouais. Donc, Bon allez la Ego Driver. vas-y. Comment démystifier tout ça? Donc je me suis moi-même pignolé sur tous ces clippings à 2 diodes, 3 diodes, 2 pieds, 2 mains. Je t'ai synthétisé tout ça avec un bornier dans lequel tu peux changer tes diodes. Mhm. Donc ce switch de clipping, T'es quelqu'un d'assez bornier, toi. ouais, un peu. Ou plutôt méthodique on va dire. Pour cette histoire-là. Donc en haut, t'as le clipping des demoiselles qui sont... Alors celle-là, 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 celle-là. T'as le clipping des demoiselles qui sont là. D'accord. Au milieu, t'en as aucun. Parce que ça, c'est ma petite touche genre... c'est un overdrive à utiliser absolument pour faire cruncher ton ampli. Mhm. Ou toi qui voulais ton preset métal, tu mets pas de clipping, c'est... Ok. Et en bas, c'est le fameux bornier dont je te parlais. Mhm. Et donc pour répondre à ta question, j'ai analysé des diodes de clipping qui pour moi sonnent bien. Et j'ai synthétisé ça à donc le duo qui marche bien là, le trio OCD. Mhm. Dans OCD, tu as 3 diodes qui viennent en fait de 2 transistors et d'une John Germanium branlette de Clone Center. Ok. Et ça, j'ai juste récupéré le clipping de la OCD. Je n'ai pas inclus un schéma d'OCD. D'accord. Et ça n'a rien à voir, mais bon, c'est quand même toujours assez proche. C'est un Oui. AOP et des diodes de clipping, une OCD. Ça fait quand même de la distorsion, quoi. Voilà. Et la troisième que j'ai bien aimée, c'est les LED 3 mm rouges qu'on utilise dans le son style Marshall dans la Governor. Mmh. Voilà, ça c'est aussi Très pour bien. moi un troisième clipping qui me parle. Ok. Et après, toutes les versions 5, 7, 10, 9, 8, 808, tu le joues avec ça et le trim pod qui est à l'intérieur. Au milieu, tu es en médium 808. En bas, tu as des basses. En haut, tu as des aigus. Et c'est pas petit comme un bonsaï, quoi. Alors, le bonsaï, il est très bien, mais c'est différent dans le sens où là, on peut faire 18 volts de headroom. Et oui, c'est ça. Parce qu'on n'a pas d'intelligence artificielle, comment il s'appelle, OpenAI.
On est ChatGPT. ChatGPT. On est en vrai analogue, 18 volts. Fais-toi plaisir pour ton headroom et tes harmoniques. Ok, donc on va les écouter. Ouais. Alors, moi, je veux bien les écouter parce que forcément, ils vont nous le demander avec tous les réglages à midi l'une après l'autre. À midi. Bah oui. Ouais, allez, vas-y. Mais après ça, ouais. Moi, il y a vraiment pour moi deux utilisations intéressantes de la Tube Screamer. Okay. C'est pour brutaliser un ampli. Ouais. Et donc pour ça, on va utiliser la Designer Drive puisque c'est mon ampli préféré en ce moment. Et on lui rentrera dans la tronche avec plus de level que de drive, évidemment. Ouais. Et de la même manière, la Tube Screamer, c'est hyper bien pour tailler un ampli métal. Donc pour ça, la Rev G3, ce sera parfait. En gros, t'as beaucoup de guitaristes métal qui utilisent un booster avant leur gros ampli. Pas nécessairement pour avoir plus de gains, parce que les amplis métal développent suffisamment de gains comme ça, mais plus pour avoir un son bien tenu, qui baffe pas dans les graves, et plus précis, qui chug mieux, et puis un truc plus fluide en solo. Donc pour tout ça, la Tube Screamer, c'est vraiment génial aussi. Bref, pour tout, sauf pour avoir du gain. Et c'est pour ça qu'on va l'utiliser tout de suite. Allez. First is my clean sound. Oui, je m'accorde à l'oreille, mais en regardant mon accordeur, qui est éteint. Merde. C'est intéressant tout ça. C'est marrant, moi j'aime bien celle-là. Toi aussi, on est d'accord, hein? Elle est bien la TS7. Mortel. Et pas dégueu la tienne non plus. Hein. Je préférais sans, moi. Ça, j'aime pas. J'aimais bien la bonne.
était bien épaisse. Ouais, et c'est celle-là, elle est bien. Elle est bien cassée aussi. Ouais, elle a pris cher. T'entends presque un effet de modulation tellement qu'elle est cassée. Il y a un ring mode. Pas celle-là. Alors j'ai pas du tout aimé. C'est bien la preuve que le plastique faut pas. Hein. Oui, non, ça c'est de la merde. Enfin, en tout cas, elle est cassée. Ça m'a pas plu. Le grain est beau, mais il n'y a pas assez de niveau de sortie. T'as un côté c'est pas important, c'est pas impressionnant par rapport aux autres. Ouais, t'as un côté fuzzy cassé derrière. Ouais. Celle-là, ça allait. Oui, on Le switch est un peu chiant, mais voilà. La TS7, mortelle, hein. Ouais. Mortelle, ouais, la TS7. moi, vraiment, ça se bat entre ces deux-là, je dirais. Ouais. Est-ce que tu peux avoir ce côté vraiment transparent? Ouais, il a juste moins de gain en fait. Et je peux même faire plus si tu veux. Tu veux encore plus? Vas-y, vas-y. Pas de clipping. C'est le moment horrible où tu te rends compte qu'en fait ta gratte sur un ampli ça sonne bien quoi. T'entends juste ton ampli, T'as la gratte dans l'ampli, mais avec les fréquences qui te plaisent. Bien sûr. Bah tiens, la belle transition que tu me passes. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Peut-être m'accorder quand même à un moment. Fais voir comme ça. Ouais, on s'en fout des autres. Non, 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 on les écoute toutes pareil. Enfin, celles qu'on a sélectionnées. Oui, voilà. Oui. On a sélectionné quoi du coup d'ailleurs? Ça et ça. Ça. Et ça, bien sûr, oui. Ça me permet de me remettre la Design Drive dans l'oreille comme si j'avais pas eu tout ce week-end. C'est pas mal quand même. Là, on comprend pourquoi c'est fait. Ouais. C'est ça, une tube screamer, putain. Ça fait screamer vos tubes. Ça fait pas vos tubes. Ça fait screamer. Marrant. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que dans cette utilisation-là, c'est plus ou moins toutes les mêmes, et quand on les sollicite pour du drive, c'est là qu'on entend les différences et que du coup on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? On dirait que tu viens de redécouvrir la vie, Julien. Mais c'est ça. C'est comme quand tu compares des Clone Centaur. Non, mais voilà. Tu peux comparer de la Clone Centaur à 10 balles avec de la 1000 balles. En clean boost, en clean boost, c'est pareil, ouais. Ouais, bien sûr. Mais en fait, c'est sur la diode de clipping qu'on vient se pignoler, non? Donc c'est quand tu montes le gain.
Mais ouais, mais sauf que là, c'est comme ça que ça sonne, quoi. Oui et non, parce que après, en tant que bon stacker, normalement, tu fais pas ce genre de réglage. Ah bon? Parce que entre overdrive, si tu fais ça, si tu as un ampli clean, je parle, Ouais. et que tu éteins celle-là, tu tues les oreilles. Ah mais oui, mais on va pas... Et encore, ça va, le réglage n'est pas extrême. Mauvais exemple. Réglage pas extrême, ça va. Mauvais exemple. Ouais, mauvais exemple, je suis d'accord. Moi, je me pignole bien sur le gain parce que tu peux cumuler les gains. Bah là, c'est ce qu'on fait. Ouais, plus ou moins. Moi, j'entends quand même une différence entre les deux. Tu trouves? C'est pas... C'est pas flagrant. Ouais, hein. mais c'est quand même là. Hein. Oui. Oui, tu as raison. Ok, passons au métal. Aïe, aïe, aïe. Faut que t'éteignes Titine DAD. J'ai pas envie. Alors là, on est déjà très saturé. Voilà. T'en as des basses là. Hein. Je viens de passer 3 minutes à la régler, et puis toi, tu passes derrière, tu t'y pars. Vas-y. Bah non, c'est la Tube Screamer qui va venir donner le... Mais tu viens de la régler avec une streamer allumée. Ah putain! Mais tu sais que ça peut être une méthode en vrai. Oui, c'est sûr. Ça peut être une... Intéressant. Moi, j'adore. Tout est J'adore. intéressant. Pour moi, c'est à ça que ça sert, vos merdes, là.
Non, Je mais... veux dire que ça sert à rien, juste un clean boost, quoi. Oui, c'est c'est ça. c'est un clean boost qui prend que tes médiums. Non, c'est un clean boost qui vire tes graves. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est quand même vachement bien. Donc pas clean, du coup. Ouais. Mais pas... En fait, la saturation, tu t'en branles, quoi. Bah, il y a déjà un ampli pour ça. Ouais. Donc, si vous êtes là pour faire du John Mayer sur une base clean, Eh branlez-vous ben, sur la tube screamer. Là, effectivement, il y a de quoi se branler. Mais si Peut-être vous même faites... que rien ne sonne comme un JRC 4558. Et sinon, prenez un clean boost qui change vos médiums, donc n'importe quel tube screamer. Ou une pédale d'EQ. Ou une pédale d'EQ. Il y a un jour, il faudra qu'on se fasse un truc sur les pédales d'EQ. Surtout que j'ai reçu les para EQ Deluxe, machin truc en presse. Je veux pas le savoir. C'est un EQ Je ne veux beaucoup pas- trop je ne cher, veux mais pas qui est le trop bien. savoir, Je ne veux pas le savoir. Voilà. Bref, on pourrait faire un truc là-dessus, ça ferait. Alex, Ouais. c'est quoi un JRC 4558? Au fait, tiens, au fait, c'est la puce, l'AOP. Qui fait le gain. C'est celui qui prend ton signal, qui. Tu vois, tu as tout petit signal. Et... Grand. Hmm. Mais je t'en ai parlé, ça déjà. Ouais, mais j'écoute pas Ouais, nécessairement. t'écoutes pas, ouais, on est d'accord. Ouais. D'accord. Bon, pour la peine, je vais te punir avec beaucoup trop de médium pour nos oreilles. Toutes les pédales. On dirait une Wawa en fait. Ouais, c'est ça. Et t'as Jean-Régie qui va me demander une prime de risque là. Je suis sûr qu'en fait, Ça débouche. t'as moyen de faire une Wawa manuelle en enclenchant certaines pédales selon le moment. Tu mets un switcher avec un séquenceur. Brillant. Voilà. C'est parti. C'est parti. On va vous laisser. À bientôt. On va prendre un bain Ouais. Et sinon, on va se faire un comparo bientôt. froid.